féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio Marie-Louise Moussenga Mofo, ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfance dans la province de Lualaba, qui est également fondatrice de Wetu Mama, une ONG soutenant des femmes qui pratiquent des activités génératrices de revenus. Un grand merci pour votre visite à la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup. C'est moi qui suis très ravie de votre invitation aujourd'hui sur les chaînes de la Voix de l'Amérique que nous suivons de loin. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir pour parler un petit peu justement du travail, du grand travail que vous faites dans ce pays, en particulier dans cette province qu'on peut peut-être situer, qui est vraiment, on va dire, dans le sud-est de la RDC, on va dire à la frontière avec la Zambie et l'Angola. Et la capitale, c'est Kolwezi. En fait, c'est à l'ouest de Lubumbashi qu'on connaît bien. Alors, Madame la Ministre, vous êtes venue justement pour ce rassemblement annuel, cette grand-messe des Nations Unies tous les ans, donc à New York. Vous avez un mot à nous dire à ce sujet, justement. Le plus intéressant cette année, c'est que on a cherché à faire un focus autour de la femme rurale et la femme citadine. C'est-à-dire, la plupart des temps, les projets sont surtout sur les femmes qui vivent en ville. Et la plupart du temps, l'attention n'est que sur les femmes qui vivent en ville. Et aujourd'hui, on a préféré que les deux forces, c'est-à-dire celles qui vivent dans les milieux ruraux et celles qui vivent dans les milieux urbains, puissent être ensemble, se mettre ensemble pour amener un changement à la femme. Parce que la femme, elle est une, mais elle est plurielle. C'est ce qui m'a vraiment intéressée et qui a fait qu'en tant que ministre du genre, je puisse venir participer à ce grand forum annuel. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé en particulier? Qu'est-ce que vous retenez après ce grand forum et que vous allez ramener à la maison et vous dire, eh bien oui, on va travailler là-dessus, par exemple? Plusieurs thèmes, tant dans les grandes salles, c'est-à-dire là où il y a eu les meetings officiels et là où il y a eu les meetings parallèles et tous les autres events. On a focalisé tout sur la femme, sur la jeune fille et sur la petite fille. C'est-à-dire, la femme aujourd'hui, ce n'est pas nous seulement. C'est la jeune fille aujourd'hui qui doit nous remplacer. Et la petite fille qui, si aujourd'hui nous ne faisons pas attention à elle, ne saura pas nous remplacer dans 20 ans, disons, dans une génération qui va venir. Donc, si cette femme-là, en miniature, comme nous pouvons l'appeler, la petite fille, nous ne lui inculquons pas ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'elle se mette aussi au travail, pour aider les autres. Parce que tout le monde n'est pas dans de très bonnes conditions de vie. Surtout nous qui venons de l'Afrique, nous qui venons de la RD, nous qui venons de notre province, le Lualaba, qui est une grande province minière, mais qui jusque-là n'a pas encore eu ses dividendes comme il se doit. Plusieurs richesses sont dans cette province, mais jusque-là, la femme n'a pas jusque-là reçu ce qu'il lui faut. Donc maintenant, avec la petite fille, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe, on prépare son avenir de femme. Comme ça, elle est beaucoup plus armée, en fait, c'est ça? Oui, c'est un armement qu'on est en train de lui donner directement. Parce que vous savez, nous, dans les coutumes africaines, la fille, la femme, c'est d'abord la cuisine. C'est d'abord être mère. C'est d'abord vivre comme une femme. Toute femme. Et après, il faut sortir de cela aussi. Mais maintenant, il faut la sortir de cela pour qu'elle puisse comprendre qu'elle n'est pas seulement femme épouse, mais elle est femme plurielle, c'est-à-dire elle peut faire un plus dans son environnement, dans sa famille, dans sa société, dans son pays, aujourd'hui même dans l'univers tout entier. Donc on a besoin d'elle. Elle n'a pas à rester dans ses coutumes. Elle n'a pas à rester seulement à la maison. Elle a à se déployer. Avec le soutien des hommes, bien sûr. Oui. C'est dans la presse. Le village de Kabikokole dans la région de Bukavu a été attaqué début février par les miliciens Rai Mutomboki. De nombreuses femmes et filles ont alors été violées. Plusieurs se font soigner à l'hôpital Panzi. À Bukavu, dirigé par le docteur Denis Mukwege. Selon lui, les violences sexuelles ont augmenté depuis 2016-2017, alors qu'elles avaient diminué en 2015.
Son hôpital dispose de 450 lits, dont 200 pour les victimes de ces violences. Aujourd'hui, la majorité des violences sexuelles commises au Sud Kivu le seraient par des civils et non plus par des hommes armés. Cependant, beaucoup sont d'anciens rebelles démobilisés de fait, peut-on lire dans un document de la fondation Panzi, co-signé par Médecins du Monde et l'Union européenne. Alors, des dizaines de groupes armés, comme on le sait, dont certains sont d'origine étrangère, sont toujours actifs dans cette zone, l'est de la RDC. Selon certains observateurs, ils se battent pour le contrôle des ressources naturelles, tandis que d'autres affirment que des groupes armés seraient soutenus par les forces de sécurité congolaises. Marie-Louise Musenga, votre réaction par rapport à cette situation persistante dans l'est de la RDC? On n'en voit pas le bout. Les violences sexuelles sont devenues une nouvelle arme qu'on est en train d'utiliser, à ce que je pense et je crois. Parce que ce n'est pas seulement à l'est. Ça s'est répandu aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ce qui a fait qu'il y a eu plusieurs mouvements et plusieurs voix qui se sont élevées jusqu'à ce que le président de la République ait nommé un conseiller, une conseillère en matière de violence sexuelle pour cette lutte-là. On ne comprend surtout pas pourquoi les hommes aujourd'hui préfèrent utiliser cette stratégie pour se battre contre les femmes. C'est une stratégie de terreur contre la gente féminine d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours. C'est la femme, la fille, la jeune fille qui sont réduites à l'état de terreur d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, dès qu'on va croiser un homme, on va avoir cette crainte-là. Oui, c'est-à-dire, quand on commence avec la petite fille, on est en train de diminuer le taux de participation de la femme. Parce que la petite fille aujourd'hui, imaginez-vous une fille qui a moins de 6 ans qui a été violée, une fille qui a moins de 10 ans qui a été violée, une fille qui a... C'est une grosse souffrance. C'est une grosse souffrance. Cette fille-là va se retirer si elle n'a pas été accompagnée sur tous les plans. Ouais. Si elle n'a pas de soutien, elle va s'éteindre d'elle-même. Et l'impunité. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons la conseillère en matière de violence sexuelle. Il y a maintenant des procès qui se font pour punir sévèrement. Des audiences foraines aujourd'hui. Ils ne sont pas très médiatisés, mais c'est vrai qu'il y en a. Oui, mais ça s'est réduit. Vous avez suivi l'année passée. On a donné le pourcentage. Ça a été réduit. Mais cette forme de violence sur les femmes, c'est une chose que nous sommes toutes et tous en train de condamner. Parce que pourquoi s'attaquer à la femme? Les chefs de guerre ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Qu'est-ce que l'homme veut encore? Et les peines d'emprisonnement pour des questions comme celle-ci, pour des crimes de viol sur femmes, sur enfants, c'est des petites peines? Non. Parce qu'on entend aussi dire parfois que les gens ressortent de prison et qu'ils ne sont pas vraiment incarcérés. Ou est-ce que vraiment il y a un suivi sérieux qui permet à un moment donné aux gens de la région de se dire maintenant ça suffit, on respecte les femmes? Il y a un suivi parce que c'est que je venais de dire, il y a plusieurs mouvements, c'est-à-dire plusieurs associations qui se sont levées. Aux Assises des Nations Unies, nous avons eu une association qui est dans le Nord Kivu, qui est en train de mobiliser. Il y a un fonds pour la femme de la RDC. C'est pour lutter contre ces violences-là. Et vous vous donnez beaucoup de mal en plus, parce que ça fait des années que ça dure, on en parle et vous vous donnez un mal inouï pour que ça cesse. C'est que nous devons comprendre ensemble, exploiter ensemble avec vous, Nathalie. C'est-à-dire, nous devons couper le mal à sa racine. Les guerres. Les chefs de guerre. C'est ça la racine de tous les maux. La femme, elle est au champ. La femme se bat pour sa famille. La femme travaille pour toute la communauté. Une fois qu'elle est à la rivière, une fois qu'elle est au champ et qu'il y a un groupe de rebelles qui intervient, c'est justement tomber sur les femmes. La racine, c'est celui-là. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de chercher aussi qu'il y ait la paix totalement. La paix. Bien sûr. Ouais. Parole de femme.
suite au décès à Kinshasa le 7 mars d'une jeune femme pour méningite. Des photos de la patiente au visage complètement tuméfié ont été diffusées sur la toile. On apprenait ainsi que Linda était battue par son mari. Ces révélations ont incité un groupe de jeunes femmes intellectuelles à créer le collectif Stop Violence, qui organise des sit-ins et sensibilise à travers des médias sociaux sur la violence conjugale dont sont victimes de nombreuses femmes dans la capitale, selon Mati Yav, cofondatrice du mouvement, experte en droit international de l'environnement que j'ai joint. Lorsque nous avons vu ces images-là, nous nous sommes souvenus qu'il y a énormément de femmes dans cette situation, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui sont victimes de violences de la part de leurs partenaires et qui malheureusement ne savent pas toujours quelles sont les options à leur disposition pour pouvoir se sortir de cette situation et ne pas en arriver à une fin tragique. Comment vous êtes-vous mis d'accord pour la création de ce collectif ? On a utilisé les réseaux sociaux avec un groupe d'amis. Il y en a une qui a ouvert un groupe WhatsApp et qui a partagé le lien du groupe pour tous ceux qui se sentaient touchés, intéressés, de faire quelque chose, de faire en sorte que les choses changent en termes de violence domestique ici au Congo. Et on s'est retrouvés très nombreux, on a commencé à partager et on s'est finalement mis d'accord pour faire quelque chose qui a abouti à un sit-in au ministère de la Justice et à la remise d'un mémorandum à plusieurs organisations dans la ville. Alors, est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux vous permet d'avoir un retour conséquent par rapport aux personnes sensibilisées ? Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, aux réseaux sociaux dans notre communauté, mais c'était le moyen le plus facile et le plus rapide pour cette action-là. Bien entendu, il faut pérenniser l'action, il faut la vulgarisation, il faut la sensibilisation, et ça ce sont des choses qui se font sur terrain. On va devoir mettre les personnes en contact. Déjà quand même, je tiens à signaler que par rapport à cette action, il y a énormément de personnes qui nous ont contactés après, soit pour dénoncer un cas qu'un membre de leur famille subirait, ou des femmes qui elles-mêmes subissent cette situation-là. Il y en a même qui sont venues au sit-in pour partager. Et donc maintenant, là, on s'organise pour pouvoir être plus sur terrain. Mati Yav est cofondatrice du collectif Stop Violence à Kinshasa. Marie-Louise Musenga. Et cette dame, cette jeune femme Mati Yav, donc c'est une chercheuse et c'est vraiment des jeunes femmes, on va dire la nouvelle génération. Il y a des écrivaines, des journalistes et vraiment c'est ce qui a déclenché cette affaire, c'est ce qui a déclenché finalement une prise de conscience par rapport à cela. Alors ceci dit, en passant, ce fléau est totalement universel. En France, c'est une femme tous les 3 jours qui meurt sur les coups de son conjoint en France. Oui, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire la femme aujourd'hui, nous appelons cela les violences conjugales, la femme elle est battue chaque jour. La femme subit ces violences-là chaque jour et surtout dans nos pays qui sont des pays où c'est la femme parfois qui amène ce qu'il faut à la maison. Mal comprise par son mari, certaines de ses actions parfois mal interprétées, le mari ou le conjoint est jaloux, parfois ils n'ont pas contracté un mariage régulier, il cherche à s'en débarrasser, il la frappe, il la bat, il la déforme et il la jette sur la rue. Ça arrive. Par exemple, chez moi dans ma province, dans mon cabinet, j'ai une cellule de côte. J'ai déjà lancé cela et les femmes viennent chez moi. Okay. Chaque fois qu'il y a un problème dans le foyer, les femmes viennent chez moi, elles viennent se plaindre, j'invite le couple, j'invite aussi le conjoint. S'il faut un accompagnement juridique, je le fais et on le transfère s'il l'a fait avec préméditation. Et parfois, on arrive à une réconciliation dans le couple et on continue à les assister. On met parfois un assistant social qui est en train de les suivre pour les remettre sous des bonnes bases et qui arrive parfois à ce qu'ils contractent ensemble maintenant un mariage normal, c'est-à-dire ils vont à la commune, c'est-à-dire à l'état civil et qui va aboutir... Donc vous arrivez à arranger des couples en fait, c'est ça? Des couples qui ne se comprennent pas bien et finalement avec les mots ça va beaucoup mieux. Vous faites aussi ça dans votre ministère? Oui, je le fais dans le ministère
du genre famille-enfant, oui. C'est formidable. L'autonomisation des femmes, on va en parler parce que ça, c'est la grosse question en Afrique. C'est-à-dire que de plus en plus, les femmes, elles se sentent bien quand elles sont autonomes. On parle des activités génératrices de revenus. Vous pouvez peut-être nous parler justement de votre association. C'est en dehors donc du travail, ça c'est en plus. Hein, c'est un plus, oui. En tant que femme, je ne peux pas rester. C'est parce que être ministre, ce n'est pas une carrière. Hein. Ce n'est qu'un mandat qu'on vous accorde. Mais en dehors de ça, il faut mener d'autres activités. J'ai fait beaucoup plus d'activités dans le monde civil. C'est-à-dire, j'ai créé une fondation qui s'appelle Fondation Wetu Mama, qui signifie notre mère. Notre mère, pourquoi? Parce que la mère, elle a tous les enfants dans ses bras, elle ne distingue pas. Elle peut prendre des enfants âgés comme des enfants moins âgés. C'est ainsi que j'ai mis autour de moi des personnes âgées, des vulnérables de toutes catégories. Femmes, jeunes filles, petits enfants, c'est-à-dire orphelins, femmes abandonnées, enfants abandonnés, parce que tous les enfants que j'ai, ce ne sont pas seulement des orphelins. Il y a aussi des enfants qu'on a abandonnés, dont les parents sont en vie. Ils les ont abandonnés. Il y a aussi des personnes de troisième âge qui sont abandonnées par leurs enfants, qui sont abandonnés, n'ont pas de moyens. Il y a aussi des femmes qui sont abandonnées par leur mari. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les mettons ensemble. Nous cherchons des petits projets avec certains partenaires. Par exemple, pendant cette période, on est en train d'aller voir les champs dans lesquels nous les avons mises. Elles sont en train de travailler. Quand elles récoltent, elles ont quelque chose pour elles et on essaie de les remettre l'année prochaine dans les champs, parfois pour les cultures vivrières, mais maintenant, à partir du mois de mars, ce sera les cultures maraîchères. Comme ça, elles peuvent tourner et elles ont quelque chose. Parce que si elles n'ont rien, elles vont commencer à mendier. Si elles n'ont rien, elles vont commencer à aller dans les concessions minières, à travailler dans les mines. Si elles sont là-bas, elles seront beaucoup plus vulnérables parce qu'il y a les maladies. Et les enfants vont les suivre. On va crier encore qu'il y aura des enfants. Elles vont se retrouver en position de victimes de ceci ou de cela. C'est ainsi que nous sommes en train de les remettre, de les renforcer. D'abord, on renforce leur capacité dans la gestion financière, comment créer des petits projets bancables et comment accéder en dernière minute à un petit microcrédit. Et là, on appelle un peu quelques banques qui peuvent nous aider en ça. Si jeunesse pouvait. Wetu Mama, moi j'aime bien votre ONG, ça me plaît beaucoup tout ce que vous venez de dire. Il y a énormément de femmes en plus en Afrique, officielles ou non, hein, des femmes de votre envergure qui font des choses formidables. Et je crois que c'est vraiment notre rôle à nous de vous médiatiser le plus possible. Au Togo, le taux de prévalence du mariage forcé des filles est au-delà de 40% dans certaines régions, selon notre correspondante Kayi Lawson, qui s'est penchée sur ce fléau persistant dans bien des régions du monde. L'un des fléaux qui hypothèque l'avenir des jeunes filles et maintient la femme de demain dans la pauvreté est sans nul doute le mariage des enfants. Adidatou Pumpouni, chargé de projet de lutte contre les mariages précoces à la branche togolaise de Women in Law and Development in Africa, WILDAF Togo, nous explique les différences entre le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé. Le mariage des enfants, c'est le mariage qui inclut une personne âgée de moins de 18 ans. En dehors du facteur âge, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la précocité du mariage. Le mariage forcé, c'est ce mariage qui a lieu sans le consentement de l'une ou des deux parties. Un mariage d'enfant est un mariage précoce. Est-ce que c'est un mariage forcé ? Oui, et pas toujours, parce qu'il peut arriver que l'enfant lui-même décide d'aller en union ou en mariage. Mais là encore, il se pose un problème de consentement. Cette dame qui a requis l'anonymat a échappé à un mariage forcé pendant son adolescence. Ma maman elle m'a dit, voilà, le monsieur qu'on a trouvé pour toi, il faut que tu acceptes. Et si tu n'acceptes pas, c'est mon mariage qui est en jeu. Elle va quitter le foyer, quoi. Et moi, j'ai dit oui, j'ai accepté. Et après, je suis allée voir le monsieur, on a discuté. Mais moi, j'étais en classe de 4e. Je lui ai dit de laisser quand je vais avoir le BPC l'année suivante, qui va peut-être me permettre de passer les concours. On pourra faire le mariage. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai donné d'eau, ils ont fait le mariage sans demander mon avis. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et je lui ai dit que s'il me mariait, je vais le tuer. Cette phrase ne l'a pas du tout plu. Il a dit oui, c'est bon, lui ne veut plus. Et
c'est resté comme ça. Le mariage des enfants contribue énormément à la paupérisation de la gente féminine dans le pays. La pratique, loin d'être éradiquée, persiste à cause de certaines réalités que nous explique Berthe Tate, présidente de l'ONG Alafia. Un vieux qui veut se remarier parce que sa femme n'arrive pas à le satisfaire, prend sa fille de 14-15 ans et va l'échanger et revient avec une petite fille aussi de 14, 15, 17 ans. Maintenant, les femmes aussi crient vengeance parce qu'elles trouvent que le monsieur n'a pas été capable par rapport à la survie de la famille et maintenant la fille grande va l'échanger. Donc le plus tôt, la femme aussi demande à un garçon, prend 20 000, 50 000, voire 150 000 et la fille au marché est enlevée. Un extrait du reportage de Kay Lawson sur le mariage forcé des enfants au Togo que vous pouvez suivre sur voafrique.com. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité avec nous dans le studio Marie-Louise Moussenga Mofo, ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfance dans la province de Lualaba en RDC. Madame Moussenga, vous avez entendu, c'est choquant d'entendre encore au XXIe siècle qu'on échange des filles comme de la marchandise. On attrape une fille de la famille et on va l'échanger contre une autre fille pour... C'est choquant quand même, non? C'est choquant, oui. On attend à ce que ça change, ça, mais on n'a pas le sentiment que ça change. Et est-ce que les gens sont choqués par ça ou pas? C'est la question que je me pose régulièrement. Bon, vous savez, aujourd'hui, nous devons continuer la sensibilisation autour de nos coutumes. Parce qu'il y a les conservateurs des coutumes dans plusieurs régions de l'Afrique, dans plusieurs pays de l'Afrique, surtout dans les coins reculés. Mais je sens une certaine évolution par rapport à tous ces débats que nous sommes en train de mener, par rapport à toutes ces rencontres que nous faisons avec les autres femmes. Le mariage forcé, c'est pas bon pour la petite fille. C'est comme on venait de le dire, c'est la destruction de la gente féminine. Vous forcez une jeune fille de 10 ans, de 12 ans de se marier à cet âge-là. Vous lui faites arrêter ses études. C'est une violence même contre l'enfance. Oui, c'est une violence. C'est parmi les violences. Il y a les lois. Oui, il y a maintenant les lois. Oui. Parmi la loi de portant protection de l'enfant. C'est déjà une violence faite à l'enfant. Mais alors, comment vous faites pour arriver à atteindre justement ces gens dans les provinces reculées qui fonctionnent encore sur le mode de leur culture traditionnelle et qui n'ont rien à faire de ce que vous allez leur dire au niveau de la loi? Dans notre province, nous avons des points focaux. Par exemple, pour mon ministère, nous avons dans chaque territoire, comme nous disons, un point focal. Et ce point focal reçoit toujours des instructions. C'est-à-dire, dès que je donne un programme pour une sensibilisation quelconque, tout le monde le fait de la même façon. Mais je crois que ça commence à diminuer. Parce que c'est aussi une honte. Les filles commencent aussi à comprendre. Parce qu'auparavant, elles ne comprenaient pas. Elles se cachaient derrière la culture. Et à dénoncer aussi, peut-être. Elles commencent maintenant à dénoncer. Il y a des cellules d'alerte? Oui, il y a des cellules. Comme je l'ai dit chez moi dans mon cabinet, il y a la cellule d'écoute et pour femmes et pour enfants. Aujourd'hui, les enfants... C'est plus difficile pour les jeunes filles aussi. Parce oui, elles viennent maintenant. Il faut... Ah bon? Elles viennent maintenant. Elles viennent. D'accord. Elles viennent... ça, c'est une bonne nouvelle, elles viennent accuser. Parfois, elles cachent les identités, elles peuvent venir. Elles donnent... on la protège, en tout cas, on protège leur information. Mais on poursuit les cas. Jusqu'à ce qu'on puisse dénoncer cela. Mais parfois, c'est pas facile quand l'auteur lui-même, le présumé coupable, n'accepte pas. Et pour les parents, aujourd'hui, les parents commencent à comprendre parce que nous sommes en train de les forcer à cesser à abandonner ces habitudes-là. Et dans les milieux reculés, nous sommes en train de parler même avec les chefs coutumiers. Parce que ce sont les chefs coutumiers. Qu'est-ce qu'ils nous disent également? Ils disent que ce n'est pas nous qui marions les petites filles, ce sont les parents. Parce qu'ils sont aussi rodés, ils sont aussi renforcés en capacité par rapport à ça. Les chefs coutumiers de chez nous commencent à comprendre cela. Maintenant, ce sont les parents. Et la grande misère, c'est la pauvreté. Dès que nous aurons... Tout de même, effectivement, la pauvreté, mais c'est tout de même pas l'excuse pour vendre sa fille. Enfin,
excusez-moi l'expression, mais bon, c'est ce la qui se passe. pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté financière. Tous les gens pauvres ne vont pas vendre leur fille en mariage. La pauvreté intellectuelle, c'est-à-dire quand on ne comprend pas que l'enfant a ses droits, c'est aussi une sorte de pauvreté. On n'est pas bien riche intellectuellement. On croit que vendre son enfant, donner, hypothéquer la vie de son enfant contre une autre fille, c'est tout à fait normal. Et parfois, juste une discussion avec des parents, ça peut changer beaucoup, en fait. C'est ça. Quand ça se fait, maintenant, il y a des radios communautaires un peu partout et on commence à en parler. Ça commence à diminuer. Entre parenthèses. Situation humanitaire alarmante en Ituri, dans l'est de la RDC, où les violences ethniques font rage. On en a parlé tout à l'heure. Le correspondant de VO Afrique à Goma, Charlie Kazereka, a rencontré des personnes déplacées qui ont fui les massacres, non sans séquelles physiques et psychologiques. Voici son reportage. Nous sommes dans l'un des 3 sites qui accueillent ces déplacés venus du territoire de Djougou, environ 80 km de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Ici vivent plus de 10 000 personnes, dont des rescapés. Parmi elles, Alphonsine Ndjola, plus de 50 ans, blessée à la main. Elle a échappé de peu à la mort lorsque son village a été attaqué. Les plaies sur mes bras, c'est des coupures des machettes de l'Endou, alors que nous étions déjà cachés dans la forêt où ils nous pourchassaient. J'étais cultivatrice. Ce sera difficile pour moi de cultiver encore, puisque tous les os de mes bras sont cassés et que je n'ai plus d'habitation. Ici, je dors sous cette bâche plastique. Honorine Dadio vit seule ici au camp. Pendant la fuite, elle s'est séparée de ses frères, alors que ses parents étaient déjà morts il y a plus de 10 ans maintenant, lors du précédent conflit interethnique entre Hema et l'Endou. Tous les membres de ma famille ont été tués, certains d'abord et d'autres récemment. Je vis seule ici au camp grâce à de petites aides. Ces femmes et jeunes filles méritent un intérêt particulier des personnes de bonne volonté. C'est le plaidoyer que mène Rita Bougambwa, évangéliste ici au camp. Nos amis, les humanitaires, même les gens de bonne volonté, qui nous aident avec les kits des mamans, les kits d'hygiène. Pendant leur période de rouge, comme il y a beaucoup de personnes, il y a des enfants, il y a des hommes dans les toilettes, là, il fallait qu'ils aient leur kit privé là, avec ça il va se débrouiller. Dans ces sites, faute d'une ration suffisante pour tous les ménages, une cuisine commune pour les 10 000 personnes est organisée. L'ONG Médecins Sans Frontières apporte les premiers soins aux malades et aux blessés. Moïse Oubimo, responsable du camp, parle de l'urgence et la nécessité du retour pour tous ces déplacés. Nous avons l'urgence pour les non-vivres et les vivres. Dans les vivres, nous avons besoin de la nourriture, des bâches. Il y a ceux qui ont été déjà servis et ceux qui viennent nouvellement n'étaient pas servis et aussi ils en ont besoin. Le dernier mot est seulement que la paix retourne dans le territoire de Ndjougou afin que nos déplacés puissent se regagner et eux-mêmes aussi réitèrent leurs vœux et leurs besoins de rentrer chez eux. La plupart des personnes qui vivent ici sont des cultivateurs. Elles demandent juste la paix dans leur région d'origine pour y retourner et cultiver leurs champs. Charlie Kazereka depuis la ville de Bunia en Ituri pour VOA Afrique. Madame Musenga, vous avez entendu, l'Ituri entre autres, c'est beaucoup de défis pour la RDC, ce pays gigantesque. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, la paix, on va finir là-dessus, la paix, il faut la paix, bien entendu, vivre en paix, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux, n'est-ce pas, surtout quand on connaît la paix. Mais en attendant, la priorité pour les femmes, les familles qui vivent dans des endroits comme ça, comment on gère ça, la protection des gens, justement, pour éviter que ces femmes, ces enfants, ces familles soient exposées à cette violence extrême? Comme je le disais, la paix, c'est ce qu'il faut. La priorité pour les femmes aujourd'hui, c'est que chaque femme soit chez elle et qu'elle ne soit pas en train de se déplacer, qu'elle ne soit pas en train de connaître ces atrocités. C'est une absence de liberté totale. C'est une prise en otage à un certain moment de la vie des populations quand on ne sait pas mettre fin à cette guerre-là,
à ces guerres, à ces rébellions. Ce ne sont même pas des rébellions à tout moment. Quand les gens s'insurgent contre l'autorité locale et ne s'attaquent qu'à la population, autant se mettre autour d'une table et trouver un compromis et laisser les femmes et les enfants en paix, afin que celles-là puissent continuer leur vie calmement. Les différents politiques, les différents à tout niveau ne peuvent pas hypothéquer la vie de toute une population pendant des années et des années. Moi, j'en appelle aujourd'hui à la paix. Tous ces chefs de guerre, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des femmes. Vous ne trouvez aucune femme chef de guerre, aucun enfant chef de guerre. Ces chefs de guerre-là, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des mères, ils ont des pères. C'est-à-dire, ils doivent être plus humains et chercher à être beaucoup plus humanistes. Parce que les déplacements de ces populations-là, c'est trop. Dernièrement, dans notre province, nous en avons connu avec ceux qui sont venus de nos provinces du Kasaï. Ils sont venus jusque chez nous. Il fallait voir ce qu'ils ont connu comme difficultés, ce qu'ils connaissent pas en ces déplacements. C'est sur des kilomètres qu'ils marchent sous le froid, le vent, le soleil. Tout cela, c'est pas bon pour la femme et pour l'enfant. Et en plus de cela, les études des enfants sont rompues, le travail rompu, les champs, on ne sait plus récolter, on ne sait plus s'aimer. C'est toute une économie qui est par terre, c'est tout un pays qui est saqué par-ci, par-là. Donc, nous demandons la paix. Que la femme vive en paix et que le pays soit en paix. Merci beaucoup Marie-Louise Musenga, ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfance dans la province de Lualaba en République démocratique du Congo. Un très grand merci à Wagner Robert à la production et à notre productrice Fatoumata Kalala qui est ma collègue de RDC, de République démocratique du Congo. Et surtout le plus grand merci à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arrête.